Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa, élu les Républicains calédoniens à la province sud et au Congrès, maire de Païta. Harold Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus qu'on ne vous a pas entendu depuis des mois pratiquement. Vous avez été extrêmement discret pendant la campagne référendaire, vous n'avez pas fait de déclaration. Il a presque fallu vous forcer à venir parler aujourd'hui. Qu'est-ce que vous étiez devenu et pourquoi ce silence ? Oh bah écoutez, je veux pas trop m'étendre sur le sujet, hein. C'est pas ça l'intérêt. Non, mais c'est simplement que j'entends tout le temps qu'il faut renouveler la classe politique, que c'est maintenant le nouveau monde, la nouvelle politique. Moi, je représente trop l'ancienne politique. Vous savez, M. Macron nous a expliqué ça pendant des lustres. Donc maintenant, il faut les nouvelles générations arrivent, là, elles piaffent, elles veulent toutes être chefs, etc. Donc voilà, moi, je laisse ma place et je regarde. Après, je trouve que globalement, les uns et les autres, ils vont pas beaucoup au fond des choses. Et il y a toujours cette espèce de manie de pas dire ce qu'on pense. Je sais pas pourquoi. Les indépendantistes, quand on regarde, ils disent ce qu'ils pensent, hein, même qu'ils en disent beaucoup trop d'ailleurs. Mais je trouve que nous, il faut toujours limiter la propos. Non, il faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Enfin, ça devient insupportable. Et je trouve que pendant cette campagne, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et alors surtout, depuis la fin de la campagne, je trouve que, alors vraiment, les Calédoniens sont pas contents, ils sont pas d'accord, ils sont pas bien. Ben oui, parce que forcément, je trouve qu'on leur parle pas suffisamment, on dit pas suffisamment clairement les choses. C'est pour ça qu'on vous a invité, pour que vous disiez clairement les choses, en tout cas. Alors, oui. Effectivement, on vous a pas entendu même commenter les résultats du référendum du 4 novembre. Le non à l'indépendance l'a emporté, il faut le rappeler, c'est avec 56,7% contre 43,3% pour le oui. Déjà, est-ce que le résultat vous a surpris ou est-ce que vous attendiez à ce... Non, le résultat m'a pas surpris, mais ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment se réjouir de ce résultat. Il faut arrêter cette espèce de sinistrose, il faut se réjouir parce que c'est un excellent résultat. C'est un excellent résultat parce qu'on fait 56, 57% et pas 70% comme ça avait été dit. Et alors, on a gagné, mais seulement, faut bien comprendre pourquoi on a perdu des pourcentages à l'occasion de cette consultation. Eh bien, parce que ce qui a été difficile pour nous, c'est les modalités de la constitution de cette liste électorale dite de sortie. Vous savez, le corps électoral, il a fallu le faire, il a fallu le créer, parce que cette liste, elle n'existait pas, et l'accord de Nouméa disait qu'il fallait le faire. Et donc, les modalités ont été telles que beaucoup de gens auraient dû pouvoir voter, ils n'ont pas pu voter. C'est pour ça qu'on a perdu des pourcentages. Mais c'est pas grave, pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui compte ? C'est que ce résultat, il est aujourd'hui clair et net, et surtout, il est incontestable et incontesté. Ce résultat, il s'impose, et j'exagère pas des mots, il s'impose à la planète. Il n'y a plus personne qui le discute, et c'est ça l'intérêt. Alors, pourquoi je dis la constitution de cette liste électorale ? Parce que souvenez-vous, quand on a commencé à en parler, c'était dans les années 2015-2016, les indépendantistes ont dit, nous, on va être inscrits d'office. Alors, c'est pas les règles habituelles. Mais l'État, comme d'habitude, a cédé, il les a inscrits d'office. Et donc, nous, on a râlé à cette époque-là en disant, mais nous aussi. Et l'État nous dit, oui, c'est pas possible parce que les Kanaks sont de droit particulier, pas vous êtes de droit commun, donc c'est pas possible, etc. Souvenez-vous qu'on a dû faire une manif. On avait fait une manif au Saria, notamment à l'occasion de la venue du président de l'Assemblée nationale, etc. On a remué ciel et terre. Et alors, on a obtenu satisfaction. Mais l'État nous a un peu roulé. C'est-à-dire que le texte de l'État, c'est les natifs qui ont été inscrits d'office. Et donc, tous ceux qui sont arrivés, et notamment après 88, il fallait qu'ils prouvent qu'ils étaient là en 91, 92, 93. Ça a été extrêmement compliqué. Alors d'abord, il fallait que les gens comprennent de quoi il s'agissait. Il fallait qu'ils comprennent qu'ils aillent à la mairie, qu'ils fassent un dossier. Ensuite, il fallait qu'ils soient capables de prouver. Alors, moi, j'ai bien vu à Païta, on disait aux gens, écoutez, c'est simple. Il faut que vous donniez une quittance d'eau ou d'électricité de 91, de 92 et 93. Tu parles, on est en 2016. Qui c'est qui a conservé ça ? Personne. Alors après, on leur disait, c'est simple. Il suffit de présenter une déclaration déclaration d'impôt, déclaration fiscale. Oui, mais à cette époque-là, en 91, 92, 60% des Calédoniens faisaient pas de déclaration fiscale. Et puis, etc., etc. Donc, vous savez, moi, je suis le seul maire à avoir embauché 2 personnes pour bien identifier tous ceux qui n'étaient pas donc d'office sur cette liste électorale de sortie parce que pas natifs, mais qui pouvaient en revanche voter parce qu'ils remplissaient les conditions. Je vais vous dire, sur 12 000 électeurs à Païta, on en a recensé 2880. Et j'ai envoyé toutes ces lettres. Alors après, les individus ont reçu la lettre ou pas, l'ont compris, n'ont pas compris, sont venus à la mairie, ont réussi à prouver. Bref, il y a eu beaucoup de déperditions. Et c'est comme ça qu'on a perdu des pourcentages. Et j'ai bien vu le jour du vote, il y a des quantités de gens qui sont venus voter pensant qu'ils allaient pouvoir voter, et puis non, ils ne pouvaient pas voter.
Voilà, parce qu'ils n'avaient pas été inscrits d'office, ils n'étaient pas natifs. Donc on a perdu, mais c'est pas grave, parce que au moins aujourd'hui, le résultat, il est incontestable, incontesté. Voilà, parce qu'à l'inverse, les indépendantistes qui s'étaient battus eux aussi pendant des mois et des mois sur la liste électorale, ils sont satisfaits, ils ne contestent absolument pas la composition de la liste électorale et ils acceptent le résultat. Ben voilà, ce qui est formidable, c'est que les vaincus sont très contents. Mais ça, c'est formidable, comme c'est un résultat, parce que regardez, on aurait pu finir effectivement à 70%, et puis que le résultat aurait été contesté, et puis que les indépendantistes n'auraient pas été d'accord, etc. Là, au moins, ils ont perdu, et ils sont contents. Mais c'est extraordinaire. Donc nous, les Calédoniens, là, ceux qui veulent rester dans la France, il faut qu'on se reprenne, qu'on regarde les choses en face. Et c'est ça que les élus doivent dire aux Calédoniens. Mais il faut se réjouir de ce résultat. Et vous savez, ce résultat, moi, je le vois bien. Il a été acquis devant la communauté internationale, puisqu'il y avait toute la presse qui était là, mais la planète entière, on en a parlé. J'exagère pas. Moi, j'avais une fille qui était de passage en Israël, et ben, à la télévision à Tel Aviv, ils en ont parlé. J'avais un fils qui était en Pologne, les Polonais en ont parlé. J'ai de la famille en Allemagne, les Allemands ont suivi ce qui s'est passé ici. C'était en plus sous le contrôle de l'ONU. Donc, moi, j'ai des amis en Argentine, ils ont suivi. Donc c'est devant la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est dans le marbre, c'est fondamental. Et c'est un excellent résultat. Et puis alors, en plus, vous savez, je vais vous dire, ce résultat, il est désormais dans le marbre de l'humanité, mais pour l'éternité. Mais oui, parce que quoi? Parce que, vous savez, on pourra recommencer 2 fois, 3 fois, le résultat, il sera le même. Hein. Je vois bien. On y reviendra. Restons un instant quand même sur ces résultats. On a quand même constaté, et tout le monde l'a dit, ce vote identitaire, ce vote communautaire, qui fait que le pourcentage d'indépendantistes dans la communauté mélanésienne n'a pas évolué depuis des années, depuis les 30 ans de Matignon de Nouméa. C'est inquiétant, c'est pas inquiétant, c'est pas surprenant en tout cas? Mais non, c'est pas surprenant. C'est pour ça qu'un certain nombre ont toujours dit qu'il fallait pas aller se canter parce que c'est toujours le réflexe identitaire qui joue, quoi. La campagne, d'ailleurs, elle a été simple, hein. La campagne des indépendantistes, c'était Kanaki, pointré, quoi, hein, voter Kanaki, voilà. Alors, effectivement, le réflexe identitaire joue. Ceci étant dit, quand on regarde de près les indépendantistes, on le voit bien, ils ont perdu du terrain. Alors, il y a les résultats aux îles. Bon, aux îles, c'est très clair. Mais par exemple, sur la côte Est, alors on voit des résultats pour le oui, 75%, 80%, etc. Mais quand on va voir dans le détail, on voit qu'il manque des électeurs. On voit qu'il y a des individus qui sont pas allés voter. Voilà. Et en nombre, quand on additionne le nombre d'électeurs kanak, on en connaît bien le nombre, on voit bien qu'il en manquait, mine de rien. Et dans la province sud, à l'inverse, on voit aussi qu'il y a eu une déperdition en voix. On parle de quelques 10 000 voix, 10 000 électeurs qui ne se seraient même pas déplacés. Ça tient à quoi? Ça, c'est la campagne qui n'a pas été incitative? C'est parce qu'on leur avait dit 70-30 qu'ils se sont dit que c'était gagné d'avance? Non, c'est que dans une démocratie moderne, quand on arrive à des scores comme 85%, c'est déjà énorme. Hein. Vous savez, un président des États-Unis, il est élu par 30% des Américains. Hein. Voilà. Non, et puis il y a des gens qui veulent pas voter. Je l'avais dit moi à l'occasion d'un comité des signataires. Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils veulent pas voter. Ils disent c'est pas la peine. Jéhovah s'occupe de tout. Mais il y en a plusieurs milliers. Il y a quelques années de ça, c'est pas très vieux. C'était dans les années 2015 ou 2016. Ils s'étaient réunis à la Reine du Sud à Païta. Il y en avait ce jour-là plus de 6 000. Ces gens-là votent pas, ils veulent pas voter. Voilà. Sur les 10 000, il y a déjà un bon paquet effectivement de témoins de Jéhovah ou autres, ces religions là où on vote pas. Alors à l'inverse, on relève quand même que les indépendantistes ont bien mobilisé parce que manifestement ça a beaucoup voté dans les régions qu'ils contrôlent. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait une bonne campagne, ils ont fait une campagne unitaire. Qu'est-ce qui a justifié, selon vous, ce réflexe de forte mobilisation des Mélanésiens, des indépendantistes? La mobilisation, elle est très simple. Kanaki, Kanaki pointré, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés dans le détail. C'est que, voilà, ils ont répondu à ce réflexe identitaire. Vous savez, la campagne des indépendantistes, alors il y a eu la campagne officielle sur les plateaux de télévision, etc. En réalité, la campagne n'a pas toujours été très belle. Hein. Vous savez, oui, faut dire la vérité, il faut dire les choses. Hein. Voilà. Il fallait aller voter Kanaki, pointré, avec tout ce que ça veut dire derrière. Hein. Elle n'a pas été très belle, pourquoi? Il y a eu des excès, il y a eu des pressions, il y a eu des dérapages? Non, pas des pressions, mais dans le message. Dans le message. Voilà. Parce que c'est toujours la même histoire. Les indépendantistes font croire que d'abord, l'indépendance va régler tous les problèmes,
Et puis ils font croire que une fois que ils auront acquis l'indépendance, les choses vont changer parce qu'ils auront le pouvoir. Non, non. Quand j'entends encore Monsieur Goy nous dire quand on aura l'indépendance, on va mettre en place notre projet de société. Alors, d'abord, quel projet de société? Mais s'il y a un projet de société qui doit être mis en place, c'est pas le sien, c'est le nôtre. Eh bien oui, il s'imagine que l'indépendance, c'est de récupérer le pouvoir, et c'est tout le fond de la question d'ailleurs. Hein. Non, l'indépendance, c'est pas le récupérer le pouvoir. Le pouvoir, il sera à ceux qui sont les plus nombreux ici, c'est-à-dire notre camp. Voilà. Alors, clair les choses. À l'inverse, dans le camp des partisans du maintien dans la France, est-ce que la campagne a été suffisante? Est-ce que le fait d'avoir fait des campagnes désunies, on n'a jamais vu de grands meetings pour le non comme il y en a eu pour le oui. Est-ce que ça n'a pas pesé aussi sur le résultat? Et est-ce que c'est pas quelque chose... Il n'y a pas de regret à ce niveau-là? Non, vous savez, cette question du pour ou contre l'indépendance, du pour ou contre la France, elle est telle, et dans toutes les familles et dans tous les milieux, c'est qu'il y a besoin d'une campagne électorale. Les gens savent exactement ce qu'ils ont à faire. J'en suis persuadé. Voilà. En revanche, il faut expliquer aux citoyens ce que ça veut dire, ce résultat. Donc, je le disais il y a une minute, c'est véritablement un accord qui est dans le marbre aujourd'hui de l'humanité pour l'éternité. C'est ça. Et il faut bien se rendre compte de ce que veut dire ce vote. Et moi, j'insiste sur ce sujet parce que je ne l'entends pas. C'est-à-dire qu'on a un droit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est légitime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le camp de la France est légitime dans ce pays et plus personne ne pourra le remettre en cause. C'est fondamental, ça. Vous savez, pendant les événements de 84-85, quand on se battait avec les indépendantistes, c'était la situation à l'époque, il y avait toujours cette pensée, à savoir que si on allait trop loin avec l'État et qu'il y avait ici que ça dégénérait, que l'État pourrait toujours faire comme en Algérie, hein. L'Algérie, l'État, ils ont, au bout du compte, viré 1,2 million de pieds noirs. C'est pas les 200 000 qu'on représente ici, quoi. Il y avait toujours ça au-dessus de la tête. Aujourd'hui, ça, c'est fini. On a un véritable droit. Et ce droit, il est aujourd'hui scellé, reconnu par l'ensemble de la planète. Et quand Monsieur Goy, lui, il a pas compris ça. Il dit, la prochaine fois, quand j'aurai fait mon deuxième et mon troisième référendum, j'irai discuter avec l'État. Non. Il va pas discuter avec l'État. Il va discuter avec qui? Avec nous. L'État, c'est fini aujourd'hui. Ici, il y a un droit qui nous est conféré. Et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est que ce droit aujourd'hui, il n'est pas tombé du ciel. Ce droit est véritablement un acquis. Nous, les non-indépendantistes, on a combattu pour ce droit. Ça fait 30 ans qu'on travaille le sujet. C'est d'abord au départ, je voudrais le dire, parce qu'il faut redire les choses. C'est d'abord la vision de Jacques Lafleur. Il y a eu un pari entre Jacques Lafleur et Tjibaou. Voilà. Alors peut-être que si les deux avaient survécu, on n'en serait peut-être pas arrivé à cette extrémité de voter, de se compter. Mais enfin bref, l'histoire a été ainsi. Le résultat, c'est que c'est bien la vision de Jacques Lafleur qui l'a emporté. Et on y a travaillé. On a fait les accords de Matignon, on a fait l'accord de Nouméa. Dans l'accord de Nouméa, on a fait des concessions, etc. On a fait des compromis. Bref, des choses que souvent les Calédoniens n'ont pas bien compris ou pas admis. On a accepté la restriction du corps électoral, on a accepté le rééquilibrage, on a accepté la clé de répartition, on a accepté que la province Nord, sur les 30 ans, bénéficie de 600 milliards de plus que la province Sud, etc., etc. Tout ça pourquoi? Pour arriver à ce résultat, aujourd'hui, on a un droit. Et ce droit, plus personne ne pourra nous le prendre. Plus personne ne pourra le retirer en un véritable droit. Donc, il faut que M. Goy comprenne ça. C'est pas de dire je vais parler avec l'État, non, c'est avec nous. Maintenant, on en est là, voilà. Nous, on est reconnus ici, on a un droit à vivre ici dans la France. Voilà. Mais pourtant, vous le savez bien, Harold Martin, vous le dites d'ailleurs, il y a une morosité dans la population, presque une espèce de défaitisme, avec peut-être cette hypothèque du deuxième, du troisième référendum. Est-ce qu'il faut les faire? Et est-ce que la situation ne sera pas stabilisée tant que les 3 référendums n'auront pas été épuisés? Alors, il faut évidemment aller jusqu'au bout. L'accord de Nouméa l'a prévu ainsi. Alors, ça peut toujours être discutable. Enfin, c'est ainsi. Ils veulent le deuxième, ils veulent le troisième. C'est prévu comme ça. C'est-à-dire qu'on a organisé avec l'accord de Nouméa une compétition. On a mis toutes les conditions de la compétition pour que chacun ait toutes ses chances. C'est ce que je disais, le rééquilibrage, le ceci, le cela, la restriction du corps électoral. On a mis en place une règle. Voilà. Et donc, maintenant, on va jusqu'au bout. Donc, il y a eu le premier référendum. On peut dire que le deuxième, c'est la revanche. Puis, comme on est généreux, on fera la belle. Parce que, je dis généreux parce que la revanche, elle sera aussi perdue. Voilà. Mais il faut aller jusqu'au bout. Mais ça n'empêche qu'il n'y a aucune raison de se laisser faire ou être défaitiste. On a acquis un droit qui est fondamental aujourd'hui, mais que personne sur la planète ne pourra nous reprocher ou nous dénoncer. C'est notre acquis, de 30 ans de travail. Voilà. Et moi, je suis très fier qu'on soit arrivé à cette situation parce que ça change tout. Alors après,
Il faut aussi que les individus comprennent bien ce que ça veut dire la revendication indépendantiste. Moi, je voudrais rappeler un peu l'histoire, et je voudrais notamment la rappeler aussi à Monsieur Goy, parce que Monsieur Goy, il faut quand même qu'il regarde les réalités calédoniennes en face. D'abord, pourquoi on est français? On est français parce que la France a décidé en 1853, ça c'est clair. Mais ensuite, les Calédoniens, qu'ils soient blancs, kanaks ou autres, ils sont partis à la guerre en 14. Mais ça c'est fondamental. Mais pour faire quoi? Pour aller défendre la mère patrie. Mais ça avait du sens, c'était une valeur profonde. Et ils ont recommencé en 40. C'est ça la situation calédonienne. Mais ensuite, 100 ans après la prise de possession, c'est-à-dire en 1958, il s'est passé quoi? Quelque chose de fondamental. C'est que De Gaulle a dit aux Calédoniens, qu'est-ce que vous voulez? Être indépendant, département ou territoire d'outre-mer? Et il a posé la question à qui? Il a posé la question à l'Assemblée territoriale de l'époque. Qui était largement majoritaire à l'Assemblée territoriale de l'époque? C'était l'Union calédonienne. Et l'Assemblée territoriale de l'époque a répondu à l'unanimité. Il manquait pas une voix. On veut rester territoire d'outre-mer. Et d'ailleurs, il y a eu des grandes déclarations des leaders de l'Union calédonienne de l'époque. Par exemple, du grand-père de Rocco Mitan, Roch Pidgeot. Il a fait une grande déclaration d'amour à la France. Il a dit, mais jamais on demandera l'indépendance parce qu'on a besoin de la France et parce qu'on aime la France. Mais c'était plein de lucidité et de sincérité. Voilà. Mais c'est ça la situation. Donc quand Goy nous dit, mais ça fait 165 ans qu'on est exploité, qu'on est spolié, qu'on est colonisé, on nous a rien donné, etc. Mais ce qu'il oublie, Goy, dans une pipe, il faut lui dire de temps à autre que l'Union calédonienne est au pouvoir dans ce pays pendant 25 ans. 25 ans. Quoi? On les a exclus. Exclus de quoi? Ils ont été au pouvoir pendant 25 ans. Mais c'est la vérité. Alors, c'est pour ça que je parle de ça, parce que quoi? Aujourd'hui, j'entendais encore Wachetine dire, ah, mais depuis 56, on milite pour l'indépendance. Mais c'est absolument faux. Mais c'est faux. C'est donc en 58, les Kanaks qui ont décidé que les Calédoniens seraient français. Mais c'est une vérité historique. Donc la colonisation, tout ça à l'abandon. Alors pourquoi? Alors effectivement, la colonisation, ça a été dur, mais ça a été dur pour tout le monde. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui, cette revendication indépendantiste? C'est que quoi? C'est que l'Union calédonienne a perdu le pouvoir. Voilà. Alors, au bout de 25 ans... Mais cette revendication indépendantiste, elle perdure quand même aujourd'hui. Vous êtes quand même obligé d'en faire. Oui, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire, cette revendication indépendantiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut quand même le dire de temps à autre, franchement. Alors, on se respecte les uns les autres, etc. Mais il faut dire des vérités historiques. C'est que l'Union calédonienne a perdu le pouvoir au bout de 25 ans. Donc, ils n'ont pas été si bons que ça, puisqu'ils ont perdu le pouvoir. Et donc, ils se sont dit, comment on va récupérer l'indépendance? C'est Jean-Marie Tjibaou qui a inventé et théorisé le concept de l'indépendance. C'est venu de là. Mais ce concept de l'indépendance, c'était quoi? C'était de susciter la fibre identitaire pour récupérer l'électorat. Et on voit bien, au fil de ces décennies, la revendication indépendantiste, c'est la quête électorale. Mais bien sûr que oui. Et donc, regardez l'Union calédonienne. L'Union calédonienne, ils n'ont jamais cessé de revendiquer. Ils revendiquent toujours. Parce que la revendication, ça tient les troupes. Ça tient les troupes et ça permet de conquérir les électeurs. Voilà. Parce que c'est toujours donner un espoir en revendiquant. C'est dans ce contexte qu'ils réclament le 2e et le 3e référendum, selon vous? Mais c'est pour ça que je vous raconte ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce qu'ils sont toujours dans cette même logique. Alors, ils ont le droit d'être indépendantistes, ça se discute pas. Mais quand même, faut pas exagérer. Si on est français, c'est grâce aux Kanaks de l'UC. C'est quand même la vérité à redire. Et le discours des uns et des autres, franchement, il faut qu'ils regardent un peu l'histoire. Mais ensuite, pourquoi aussi ils sont devenus aussi indépendantistes? Parce que c'est Mitterrand qui a dit, si je suis président de la République un jour, je vous donnerai l'indépendance. Il n'y croyait pas lui-même d'être président de la République. Et il est devenu. Voilà. Et c'est comme ça que les événements ont démarré en Calédonie, parce que c'est pas une histoire entre les indépendantistes et nous, entre les blancs et les noirs, comme certains ont raconté, ou la presse notamment a raconté. C'est tout simplement que les indépendantistes, ils ont été réclamés à Mitterrand ce que Mitterrand leur avait promis par écrit, et ce qu'il leur a jamais donné. Voilà. Ce qu'il n'a jamais voulu leur donner. Mais parce que là encore, il faut bien voir cette espèce d'amalgame. Quand Mitterrand leur promet l'indépendance, et il leur aurait bien donné l'indépendance, seulement, il l'a toujours dit, l'indépendance, je la donne à qui? Aux indépendantistes ou aux autres, c'est-à-dire aux plus nombreux, parce que c'est bien ça le fond de l'affaire. C'est pour ça que j'explique ça ainsi, et qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, parce que si demain,
par miracle, et je vois pas comment ça devait être l'indépendance, mais qui aurait le pouvoir? Pas forcément l'Union calédonienne. Voilà. C'est ça la situation. En attendant, vous voyez la suite comment? Le 14 décembre, il y a un comité signataire convoqué par l'État pour essayer de tirer les conclusions de ce référendum. Est-ce qu'il va servir à quelque chose? Qu'est-ce qui va pouvoir être dit? Est-ce que vous allez pouvoir parler entre vous, voire négocier entre vous? Oui. Alors, il y a les indépendantistes qui sont les tenants de leur indépendance. Voilà. Et puis il y a tous ceux qui sont pas kanaks, qui sont pas calédoniens, mais qui sont à Paris et qui voudraient bien pouvoir satisfaire leur idéologie. Voilà. Alors, c'est-à-dire que ceux-là, je l'ai suffisamment dit ici, c'est notamment Monsieur Christnart avec tous ceux qui évoluent derrière. Ceux-là aujourd'hui, ils le font le constat. De toute façon, ils avaient bien compris quel serait le résultat. Hein, ils le connaissaient d'avance. Et donc, ils essayent de nous faire jouer les prolongations de l'accord de Nouméa, parce qu'effectivement, l'accord de Nouméa, il est très favorable aux indépendantistes. Je vous l'ai dit, on a tout accepté pour que la compétition puisse se dérouler normalement et qu'on puisse aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, l'accord de Nouméa est très avantageux pour les indépendantistes. C'est-à-dire que faut bien voir qu'il y a une surreprésentation des élus du Nord et des îles. En gros, hein, il faut se souvenir qu'il faut quasiment 3 fois plus de voix dans le Sud pour faire un siège que dans le Nord ou aux îles. C'est ça la situation. Donc même s'il y a 18 000 voix d'écart entre nous, aujourd'hui, ça c'est le référendum qui le dit, au Congrès, il y a 2 élus de différence entre nous. Voilà. C'est ça la situation. Alors cette situation, il y en a à Paris, qui s'ingénient à vouloir essayer de distendre, c'est-à-dire essayer de nous faire croire que l'accord de Nouméa, non, il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini parce que il y a le deuxième référendum et le troisième référendum. Je suis désolé, l'accord de Nouméa, il est fini. Pourquoi? Parce qu'il a été signé pour 20 ans, donc en 2018, c'est fini? Alors, il a été signé pour 20 ans, il est au chapitre 13 de la Constitution, c'est très clair, c'est limité dans le temps et c'est transitoire. Voilà, c'est fini. Alors, après, il y a bien effectivement l'article 5 qui dit que les institutions, elles continuent s'il y a une demande d'un deuxième et d'un troisième référendum. Mais ça, c'est effectivement s'il y a une demande. Mais enfin, en attendant, même s'il y a une demande, les institutions continuent. Mais l'accord de Nouméa, il est terminé. Donc, il faut que Monsieur Goy comprenne bien qu'il faut, puisqu'il a dit qu'il voulait discuter avec personne, il faut bien qu'il discute de ça. L'accord de Nouméa, il est terminé. Le Conseil d'État, dans ses interprétations, semble dire, que les choses doivent se continuer normalement avec évidemment des élections provinciales en mai, puis les 2 et 3e référendums. Ça vous paraît une interprétation contestable ou il y a moyen de revenir sur cette interprétation? C'est-à-dire que c'est ce que je passe, c'est ce que je dis. Donc ceux qui sont à Paris, comme l'accord de Nouméa est à l'avantage, je le redis, des indépendantistes, évidemment, ils veulent jouer les prolongations. Voilà. Et donc pour ce faire, on se sert de tout ce qui est disponible. Alors notamment du Conseil d'État. Enfin, vous connaissez la proximité de M. Christnart avec le Conseil d'État. Alors on demande au Conseil d'État de prendre des avis. Alors le Conseil d'État prend des avis. Alors l'avis d'ailleurs du Conseil d'État, il faut bien le dire, c'est-à-dire que il est quand même au conditionnel. Hein. Il se pourrait, il devrait, enfin, il y a pas de certitude là-dedans. Mais de toute façon, c'est jamais qu'un avis. Alors effectivement, les responsables de l'État, ils ont tendance à vous dire il y a le Conseil d'État qui l'a dit. Oui, enfin, le Conseil d'État, il a dit il se pourrait, mais ça règle pas la question. L'accord de Nouméa est fini. Il y a la restriction du corps électoral, elle est terminée. C'était pour 20 ans. Parce que la restriction du corps électoral, elle n'était pas acceptable avec les règles habituelles et les règles démocratiques et les règles de la communauté européenne. Je rappelle que la Cour européenne de justice qui avait été saisie a dit que la restriction du corps électoral pouvait uniquement se justifier dans le cadre de l'accord de Nouméa parce qu'il était limité dans le temps et qu'il était transitoire 10 ans. Voilà. Mais en plus, qu'est-ce que ça veut dire l'accord de Nouméa transitoire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nos institutions, notre système est tel que ça peut pas durer ad vitam aeternam. C'est-à-dire que comme on viole les principes fondamentaux de la République française et de la Constitution française, on n'a pu les violer parce que c'est une parenthèse, 20 ans. Mais on va pas pouvoir les violer toute la vie. Et alors on fait quoi? On remplace par quoi l'accord de Nouméa? C'est bien pour ça qu'il faut commencer à parler des choses sérieusement, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Il faut évoluer. L'accord de Nouméa, ça a été un temps. Ce temps est fini. Et alors, il faut que les hauts fonctionnaires de l'État à Paris l'acceptent. Il faut que M. Christnart l'accepte. Voilà. Et qu'on ait une discussion avec les indépendantistes. Alors, bien sûr, il faut en discuter. Mais il faut en discuter, et pas avec l'État. Ici, là.
ici. Il faut en discuter ici parce que nous avons quand même bien gagné cette consultation. Alors, on peut toujours nous dire, oui, enfin, on en discutera quand ce sera la troisième fois. Oui, parce que la loi vient nous dire que au bout du troisième référendum, on se met autour de la table. Et comme le troisième référendum ne sera jamais que le premier référendum en mieux, parce que ceux qui n'ont pas pu voter, dont je vous parlais, d'ici là, ils vont réussir à être sur cette fameuse liste électorale en faisant ce qu'il faut, quand ils auront bien compris de quoi il s'agit. Et donc, le résultat ne pourra que s'améliorer pour nous. Voilà, donc c'est pas la peine de perdre du temps. Mais faut-il que les élus du camp loyaliste, ils soient un peu plus clairs, quoi. D'abord, il faut rassembler tout le troupeau, là, parce que c'est un troupeau égaré, notre affaire, là, pour l'instant. Voilà, il faut que tout ça se rassemble, et puis il faut qu'ils aient les idées claires, quoi. Voilà. Et que notre droit légitime, celui qu'on a gagné, après 30 ans de combat, il faut que, effectivement, on l'exploite, ce droit, et qu'on aille jusqu'au bout. Rassembler tout le troupeau, comme vous dites, ça semble quelque chose d'assez compliqué, d'assez difficile. On en parle notamment dans la perspective des élections provinciales. Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui pour arriver à faire l'unité du camp non-indépendantiste? Et jusqu'où va pour vous l'unité du camp non-indépendantiste? Moi, je vais vous répondre très clairement, parce que j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Effectivement, qu'il faut réunir tout le troupeau. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pourquoi? Je vais l'expliquer pourquoi en 2 mots. C'est qu'aujourd'hui, il y a un risque. Parce qu'effectivement, si on se retrouve avec encore toute une série de listes, et notamment des petites listes qui vont faire des électeurs mais qui vont pas passer la barre, ce sera des voix perdues. Et eux, les indépendantistes, ils vont pas avoir de perte, puisque apparemment, il semble bien que là où il y a de l'enjeu, c'est-à-dire en province sud, ils aient une liste unique entre les uns et les autres. Voilà. Et donc, nous, avec nos divisions, on va perdre des voix, et donc on va perdre des sièges. Et comme pour l'instant, il y a 2 sièges d'écart entre nous, notre division, elle peut nous être fatale. Elle peut nous être fatale parce que, pour les élections provinciales, les électeurs indépendantistes, et c'est tout à fait logique, resteront mobilisés comme ils l'ont été pour le référendum. Alors, avec un niveau de voix pareil, quand on traduit ça, on a un risque de perdre le Congrès. Donc là, il s'agit plus maintenant de plaisanter, comme dirait l'autre. Maintenant, il faut s'unir. Alors, je dis que ça doit pas être très difficile. Pourquoi? Pourtant, ça a l'air dur pour l'instant. Mais non, c'est pas très difficile. C'est quoi les obstacles? Regardez, parce que déjà, moi, je serais pas candidat. Alors, ça va être plus facile pour Gomès. Déjà, il y a déjà un premier problème de régler. Voilà. Ensuite, regardez, Gomès et Frogy, ils ont su s'entendre. Ils ont su s'entendre pour qu'il y en ait un qui devienne sénateur et que l'autre devienne député. Ils ont su s'entendre. Puis alors après, ils ont fait une plateforme. La plateforme, on a retrouvé les uns et les autres, je sais pas quoi, Brial, Vittori, tout ça. Voilà, ils ont l'habitude de s'entendre. Alors donc c'est pas facile, c'est pas difficile, c'est pas si difficile que ça. Mais après, ce que je dis plus concrètement, il peut pas y avoir qu'un seul parti politique, on est bien d'accord. Il peut pas y avoir qu'une seule liste non plus, on est bien d'accord. Il suffit simplement qu'il y en ait 2. Donc il y a la liste de Gomès. Et puis, il y a la liste des Républicains au sens large du terme. Et puis après, comme il y a des petites listes entre-temps, là, avec des petits candidats, les uns et les autres se les partagent. Par exemple, regardez, il y a aujourd'hui un espèce d'ovni de la politique. Un petit homme vert, là, qui est non identifié, on ne sait pas ce qu'il est. Alors, il est toujours dans la plateforme, mais pas vraiment. Quand il est à l'extérieur, il dit qu'il n'est pas dedans, mais enfin, il est dedans quand même. Bref, un objet, un ovni, là. De qui vous parlez? Précisez les choses. Celui d'ailleurs que Gomez a fabriqué est devenu président du Congrès alors qu'il représente qu'un seul siège. C'est un petit homme vert, celui-là. Donc vous parlez de Galliano. Voilà, pour que les auditeurs s'y retrouvent. Non, il est resté dans la plateforme. Lui, il va vouloir faire une liste, absolument. Gomez le prend avec lui. Il a l'habitude de le gérer déjà. Ça a bien fonctionné. Il le prend avec lui. Il y a déjà un problème de régler. Il y a une liste en moins. Puis après, il y en a d'autres. Il y a M. Léoni qui veut absolument faire une liste aussi. Moi, je comprends. Je connais bien M. Léoni. C'est un brave garçon. Il peut être élu. Pourquoi pas? Lui, là, il a souvent été proche de Lucé. Il a travaillé pour Lucé. Il était directeur de cabinet pour Lucé. Il paraît que Gomez. Il y a une proximité entre Lucé et Gomez. Voilà. Bon, et puis après, ceux il faut pas non plus que le Front National fasse une liste et perde des voix. Bon, Madame Hénin, elle est pas si mal que ça, Madame Hénin. Moi, je connais Madame Hénin depuis toujours. Faut pas m'expliquer que Madame Hénin, elle est raciste, elle est ceci, elle est cela. Non. Elle peut très bien aller avec Madame Bacchès et Monsieur Blaise. Il y a pas de problème. Et puis voilà. Il serait parti. Et au bout du compte, il y a 2 listes et là, ça va fonctionner. Voilà. Ça me paraît très simple. Mais chacun doit comprendre l'enjeu, chacun de mettre un peu d'eau dans son vin. Et puis je vous dis, ce que je dis n'est rien d'extraordinaire. Ça s'est passé pour aux dernières élections législatives, la plateforme. Voilà. On met en avant les problèmes d'ego, et vous savez qu'ils existent encore, génération après génération. Ça vous paraît surmontable, ça?
Oui, bien sûr. Hein, vous savez, bien sûr. Quand c'est le sort du pays qui est en jeu, effectivement. Alors après, ils trouveront le système qu'ils veulent pour déterminer, parce que oui, il y a la place sur les listes. Oui, alors ce serait bien de faire des listes avec pas de numéro. Ça serait bien. Mais évidemment, c'est plus compliqué. Alors au départ, évidemment, tout le monde est d'accord. Puis alors après, quand on commence à mettre sur la liste le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, ça se complique. Oui, bien sûr. Mais enfin, je pense qu'il y a des élus comme moi qui vont pas se représenter, qui pourront effectivement organiser un peu les choses pour que voilà, sans être candidat, vous pourriez être l'instigateur ou aider je vais leur dire des bonnes vérités aux uns aux autres, hein, parce que c'est pas le tout d'être élu. Il faut d'abord travailler. Parce que d'ailleurs, je suis frappé de voir aujourd'hui le nombre d'élus qui travaillent pas. Non, mais dans tous les partis, c'est pas possible ça. Quand on est élu dans un pays comme le nôtre, compte tenu du nombre de responsabilités que l'on a, il faut travailler. Mais ça commence comme ça. Donc il faut être travailleur, il faut avoir aussi quelques compétences, parce qu'aujourd'hui tout devient plus compliqué. Donc déjà ça commence un peu à épurer, ça. Hein. Puis bon, après c'est des listes de 40, alors il y a de la place pour tout le monde, hein. Oui, franchement. Puis alors après il y a des tas de postes, et au gouvernement, et ceci et cela. Puis alors après il y a les élections municipales derrière, où là il y a encore des postes, des sièges, des situations, des adjoints, etc. Mais il y a de quoi satisfaire tout le monde, hein, voilà. Et même tous les petits chefs là qui sont en train de pousser, en train d'éclore, là, oui, bien sûr. Oui. En attendant, prochain rendez-vous, le comité signataire, vous y serez, Harold Martin? Vous êtes signataire de Oui, bien sûr, parce que moi, j'ai dit, j'étais pas candidat, mais je ne permettrai à personne de jouer avec le droit que j'ai acquis après 30 ans d'efforts et 40 ans de politique. Voilà. Moi, j'ai obtenu un droit qui est le droit de vivre ici dans la France. Voilà. Et ça, il s'agit pas de vouloir m'enlever ce droit ou le rogner ou de faire comme s'il n'existait pas, etc. Non. Alors, on n'est pas au bout du cheminement, j'entends bien. Il y a un deuxième référendum et un troisième. Mais en tout cas, je permettrai pas à ce qu'on puisse toucher à ce droit. C'est tout simplement notre survie. Hein. Aujourd'hui, ce droit qu'on a, c'est notre survie à vivre français ici. Et ce droit, il faut le protéger, il faut le faire vivre, et il faut permettre à personne de le remettre en cause. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, hein, on subit ici une délinquance politique. D'ailleurs, j'étais le premier à le dire, je crois, sur votre plateau. Tout le monde m'a critiqué, même les hauts fonctionnaires de l'État, mais maintenant je vois que tout le monde le raconte. Hein. J'ai été sidéré l'autre jour quand j'ai vu la grande prestation du vice-recteur sur le plateau de télévision, il faisait du Martine. Ah oui, voilà. Bon, c'est très bien. C'est-à-dire que quand cette délinquance politique, moi je l'ai dénoncée, et j'ai toujours dit que s'il y avait carence de l'autorité, carence de l'État, alors je l'accepterai pas. Je continue à dire, si effectivement on veut commencer à jouer avec mon droit à moi que j'ai acquis, je me laisserai pas faire. Voilà. Et j'appellerai les Calédoniens à pas se laisser faire. Voilà. Moi, je suis le garant de notre droit. Voilà. Et ce droit, il faut s'en réjouir. Parce que c'est un vrai droit avec beaucoup de signification et franchement, qui est pas tombé du ciel, qu'on a été gagné, on a combattu pour ça. Avec des gens qui ont laissé leur peau. Voilà. Donc les Calédoniens n'ont pas de raison d'être atteints de morosité et de défaitisme. Oui, mais vous les encouragez au contraire à avoir l'avenir sereinement? Non, mais c'est vrai qu'en Calédonie, il y a une vraie maladie depuis toujours. Alors, il y a un certain nombre de pays qui en sont affectés, mais chez nous, alors le taux est impressionnant. Hein. C'est la maladie de la confiance. On a un vrai problème de confiance. Je sais pas pourquoi. On a toujours peur de quelque chose. On n'a toujours pas confiance. Et puis, même quand on est satisfait, on dit oui, mais alors, j'ai toujours entendu ça, moi, dans les réunions politiques. On affirme un certain nombre de choses. On me dit oui, mais alors ici ceci et ici cela. Non, les Calédoniens doivent être rassurés. La seule chose, c'est qu'ils doivent bien comprendre qu'ils ont un droit. Et que ce droit, il faut que personne doit, ne serait-ce que le piétiner. Et il faut faire attention, et j'utilise cette expression à bon escient, parce que je sais bien qu'il y a une tendance à Paris d'un certain nombre à vouloir nous piétiner ce droit. Non. Ce droit, il est à nous et pas touche. Voilà. Et il faut arrêter cette sinistrose. Il faut retrouver de la confiance. Et puis après, alors j'entends aussi beaucoup de gens se plaignent des élus. Ah oui, mais les élus, ils tombent pas du ciel non plus. Comme leur nom l'indique, ils ont été élus. Ils ont été élus par qui? Par les électeurs. Donc il faut que les électeurs aussi ils fassent les bons choix. Voilà. Mais après, vous savez, globalement, je pense que depuis 30 ans, les élus, ils n'ont pas été si mauvais que ça. Parce qu'aujourd'hui, on a vécu dans la paix depuis 30 ans et dans le développement. Et je dis ça parce que j'entendais ici, sur votre plateau et sur le plateau d'Océane, le président du MEDEF, Monsieur Oshida,
dire qu'il faut qu'il aille expliquer au Premier ministre de la France que celui-ci doit nous faire un prêt pour payer les stocks que le gouvernement ne va pas payer. C'est assez extraordinaire. Bon, voilà. Bon, enfin, je l'ai entendu sur Océane, il a une tendance à dire que, ouais, ben, depuis 30 ans, tout ce qui s'est passé, c'est mal, les élus, ceci, les élus, cela, etc. Ben, monsieur Yoshida, il est d'abord un électeur, il a qu'à prendre sa part. Il faut pas me raconter à moi que tout a été négatif depuis 30 ans. Parce que ce pays a sacrément évolué. Alors aujourd'hui, il y a des difficultés, oui, mais n'empêche que depuis 30 ans, on a sérieusement progressé. L'intérieur du pays s'est développé, les mesures fortes qui ont été prises ont produit leurs effets, et la Calédonie a créé des milliers d'emplois. C'est pas le cas de nos voisins, qu'ils soient du Vanuatu, des Salomon, des Papouasies, etc. Et puis enfin, je dirais à monsieur Goua, parce que j'ai l'oublié, mais ça, je voudrais vraiment lui dire à monsieur Goua, c'est que Monsieur Goua nous dit, mais... il est réuni en congrès actuellement, hein, Canada. Oui, mais il nous dit, on nous a fait l'aumône, on nous a exclu de tout, on nous a fait l'aumône, c'est comme si que les Kalangs dans ce pays ont du mal à vivre. Franchement, je voudrais dire à monsieur Goua que grâce à l'État, aux curés et aux pasteurs, les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, ils ont mieux vécu que leurs frères de la Mélanésie, que ceux des Salomon, des Papouasies, etc., etc. Bon, franchement, faut quand même rétablir des vérités, quoi. Et ce que je dis là a beaucoup de sens. C'est vrai que les curés et les pasteurs ont pris leur part dans ce pays et dans le niveau de vie du pays. Harold Martin, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence, un magazine que nous refermons